Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau live, d'assurance, en coulisses. Ensemble, on va approfondir un gros sujet, la gestion de sinistres aujourd'hui et comment réinventer le métier. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup, de moments clés dans la relation client entre assureur, et assuré et il y a souvent un moment de vérité. Moi-même, beaucoup m'en parlent, dans mon entourage parce que l'assurance, c'est pas seulement vendre une promesse ou simplement vendre des contrats, c'est aussi surtout être présent quand tout va mal, en cas de sinistre. Et pourtant, j'ai quand même l'impression que la gestion sinistre reste quand même assez mal comprise, et parfois assez critiquée et souvent sous-estimée. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie, experte sur ce sujet, et tu as choisi d'avoir une approche assez unique qui m'a pas mal interpellé sur LinkedIn quand j'ai commencé à te découvrir avec, Sinistrium, où tu utilises, le escape game. Alors moi, j'aime bien l'escape game en plus pour former les gestionnaires de sinistres et on va en parler pendant à peu près 1 heure, que ça soit les émotions, la compétence et le futur du métier. Comment tu vas, Aurélie? Super, merci beaucoup Antoine pour ton invitation. Bah, merci. Effectivement, c'est un vaste sujet. Merci à toi d'avoir accepté aussi ce challenge et d'en parler, en live sur Ouais, LinkedIn. Alors pour commencer, une question un peu, normale, mais, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites? ouais. Donc je suis Aurélie Lenné, j'ai créé, il y a 2 ans et demi maintenant, Assure Academy. En fait, moi, je dis souvent que je suis tombée dans la marmite de l'assurance à 18 ans, un peu par hasard. Alors souvent, c'est soit familial, soit c'est le hasard, pour beaucoup. Et par contre, quand on y est encore plus de 25 ans après, c'est qu'on y a trouvé presque une passion et qu'on a envie vraiment de défendre ce métier le plus possible. Parce que comme tu l'as dit, c'est souvent des moments, la relation assureur-assuré, elle peut être très tendue, notamment au moment du sinistre, elle est pas toujours comprise. C'est un métier qui est assez, finalement méconnu du grand public tout en le touchant, au quotidien. Moi, j'ai un parcours, où j'ai, navigué un peu au début entre, assurances. J'ai commencé avec le réseau d'agents chez AXA, où j'ai eu la chance d'avoir une énorme liberté, d'avoir, des gens avec, des quantités de compétences autour de moi qui étaient dingues, où on m'a laissé libre d'aller, échanger avec plein de gens et je me suis montrée très, très curieuse, en fait, sur ce métier très vite. J'ai commencé plutôt par le volet assurance de personnes et après sur la partie bancaire, j'ai bifurqué pas mal sur la banque, en relation client, en agence et puis, en marketing et j'ai réintégré le milieu des assurances quand eux-mêmes, les assureurs, ont lancé leur banque. Donc ça m'a permis de refaire la passerelle inverse et de dire: «Bah, voilà, maintenant que j'ai des compétences en banque, je viens vous former sur ces aspects-là» et puis après, bah, les réorganisations se faisant, comme beaucoup dans les grands groupes, Mmh. m mon poste a été un doublon à un moment. Donc j'avais renoué avec la formation, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais il a fallu que je fasse un peu un pas de côté et j'aime bien faire ça, me démarquer de temps en temps et j'ai accepté de prendre un poste, en région parisienne, au siège, pour, faire du marketing sur la partie professionnelle entreprise et c'est là OK. où, vraiment j'ai plus intégré cette partie IARD que je connaissais finalement assez peu, même si je la côtoyais, dans mon quotidien, quels que soient les postes que j'ai eus. Mais, je suis arrivée petit à petit à la partie assurance de biens, comme ça et un jour j'ai eu une opportunité de prendre une agence d'assurance. Donc j'ai été agent pendant 5 ans. Donc j'ai vu le quotidien évidemment avec les clients, pas juste, derrière mes plaquettes, marketing évidemment. C'était un gros challenge, et bah, c'est là que la partie sinistre, m'a un peu rattrapée en me disant: «Bah, voilà, quand, la gestion de sinistre bloque» et justement la compagnie dans laquelle j'étais venait de réorganiser absolument tous ses services sinistres. Donc le temps qu'il y ait la montée en compétences et cetera, nous on était vraiment en difficulté en agence, Mmh. pour être le tampon entre les 2. Donc voilà et moi j'ai beaucoup appris en allant en expertise, en allant sur le terrain, parce que c'est aussi comme ça je trouve que je donnais un meilleur conseil après en termes de prévention OK. et petit à petit, bon, j'ai arrêté mon agence pour différentes raisons. Je suis allée en syndic, j'ai fait une petite parenthèse en syndic qui m'a permis de voir une quantité de sinistres incroyable parce Ouais. que, bah, en plus, c'était la période où IRSI était sorti depuis pas longtemps, donc les gens comprenaient pas. Globalement, en syndic et régie locative, il y a peu de formation sur la partie assurance et accompagnement au sinistre, voire pas du tout. Et je me rendais compte que 40 de mon temps, c'était de la gestion de sinistre. Et puis, en plus, je suis arrivée à une période où on a eu, sur la zone où je suis, 5 gros épisodes de grêle pendant l'été qui a suivi mon arrivée en syndic. Donc, entre le climatique, les dégâts des eaux, voilà, j'ai fait énormément d'accompagnement autour de tout ça. Plus de la dommage ouvrage et de la RC décennale sur des chantiers ou des choses comme ça, puisqu'on accompagnait aussi des travaux. Et ça m'a permis d'aller, ensuite revenir à mes premières amours d'assurance avec, le management en équipe de sinistre, où là, OK. j'ai été, entre 18 personnes accompagnées. J'ai été un petit temps responsable du site aussi qui venait de se créer depuis pas longtemps, où j'avais jusqu'à 70 collaborateurs.
et pour différentes raisons, ça faisait un moment que j'avais envie de former, de revenir à ça. Ça a été toujours un peu un fil rouge autour de moi et frustrée de pas pouvoir mieux accompagner mes collaborateurs, bah, j'ai pris le pli de me dire: «Allez, cette fois, si je veux vraiment avoir de l'impact et sentir que j'ai de l'impact et ben, commençons par la formation». Et c'est là où j'ai créé Assure Academy et où j'ai cherché quand même des solutions pour être, différenciante et pour me dire comment je peux bousculer un peu tout ça. Voilà. On va en parler, bientôt, mais maintenant j'ai une petite question signature, du podcast. Mais si ton Ouais. métier devait être un sport, quel Mmh. serait-il? Alors je sais que cette question, elle t'est chère et tu la mets dans tous tes épisodes. J'ai assez naturellement, en fait, j'ai un sport qui m'est venu, auquel j'avais jamais vraiment pensé finalement, jusqu'à ta question et pour moi, c'est la Formule 1. Mmh. Alors ça peut paraître surprenant, mais en fait la Formule 1, déjà c'est un sport que j'ai beaucoup suivi à une époque. C'est-à-dire que je me levais à 4 heures du matin quand il y avait pas de replay pour, voir les grands prix d'Australie en mars. J'ai beaucoup suivi ça quand j'étais, ado et jusqu'à mes 25-30 ans. Mais au-delà de ça, pourquoi la Formule 1? Parce que ce qu'on voit en première ligne, c'est le pilote et le pilote dans la tête des gens, c'est qui? C'est, l'agent, le conseiller clientèle, celui avec qui on a signé son contrat. Pour autant, quand on est et moi j'ai été agent, quand on est agent, on choisit une écurie quelque part. Enfin, on se choisit mutuellement. Mmh. L'écurie, je l'ai choisie, mais ils m'ont choisi aussi comme pilote. On va dire ça comme ça. Et en fait, bah, quand on choisit une écurie, il y a toute une équipe derrière. Évidemment, on n'est jamais tout seul. Donc l'agent, il a son équipe en local, mais il y a évidemment tous les services supports de la compagnie qui sont là derrière. Et j'aime bien faire le parallèle entre le fait que, quand je suis pilote, bah, il y a un moment, il faut que je change les pneus, il faut que je refasse le plein et cetera. Et Ouais. ben ça, cet arrêt au stand, c'est le sinistre, en fait. C'est qu'est-ce qui stoppe à un moment la course dans la relation entre l'assureur et l'assuré. Et en fait, bah, les mécaniciens que j'ai à ce moment-là, c'est mes gestionnaires de sinistres. Ce sont eux qui Mmh. vont faire que la mécanique du contrat se met en place, au moment où le client, il en a besoin, où il nous déclare un sinistre. Et donc, les mécaniciens, bah, c'est ceux qu'on voit pas trop, qu'on met pas trop en avant et pourtant si eux, ça marche pas, bah, c'est sur eux qu'on va venir taper à la fin de la course pour dire: «Ah ouais, mais on a perdu 30 secondes, sur la course et du coup, on n'est plus premier, on est Mmh. troisième ou on n'est plus sur le podium». Et ben c'est un peu ça. C'est-à-dire que, le sinistre, c'est un vrai arrêt au stand. Celui Ouais. qui est pilote, il peut plus concourir pendant ce temps-là. Il peut pas apporter de conseils parce que tout s'arrête dans la relation. Tant que le sinistre n'avance pas, je peux pas apporter de conseils supplémentaires. On ne m'écoute pas tant que le sinistre n'a pas avancé. Et ben, voilà, je fais un peu le parallèle, à travers ça et voilà. On sait qu'on n'a pas tous les mêmes écuries, les mêmes moyens financiers, informatiques, et cetera. Mais en tout cas, on a tous besoin de nos mécaniciens. Et tu supportais quelle équipe à l'époque? Ah moi, je suis très Fernando Alonso. OK. Et tu vois? Et c'est là où je Et fais le pourquoi? lien d'ailleurs avec, une chose que tu as dit Marie-Christine, c'est que, Fontaine, dans un de tes podcasts, c'est de dire, il y a une différence entre quelle image ont les gens de l'assurance et d'un assureur au sens large et quelle image ils ont du conseiller ou de l'agent qu'ils ont en face d'eux. Où là, la Mmh. relation est pas du tout la même. Et ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que moi, je suis fan de Fernando Alonso, mais quelque part, quelle que soit l'écurie qu'il aurait derrière, c'est peut-être lui que je suivrais dans tous les cas et que je Ouais, tu as supporterais. raison. Donc il y a aussi ce côté-là très personnel finalement à la personne, plus qu'à l'équipe ou à l'écurie qu'il y a derrière. Et pour toi, qu'est-ce qui t'a marqué en fin de compte, lors de tes premiers pas dans la gestion de sinistre? Si tu avais une anecdote ou un fait marquant, ça serait quoi? Alors la gestion de sinistre pour moi c'était, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que, c'est beaucoup de paperasse. Les gens voient ça tout de suite comme de la paperasse, de la contrainte et puis, alors moi je suis une poissarde du sinistre donc j'en ai eu beaucoup aussi à titre perso. Par exemple, j'ai eu la bonne idée d'investir en locatif, mais sur un appart neuf avec plein de malfaçons et je me suis retrouvée avec Ah, 5 dégâts des eaux en moins de 10 ans sur le même appartement. ouais, ça fait beaucoup, ouais. Pour donner un ordre d'idée, tu vois? Ouais. Et j'ai pas que ça comme anecdote, mais en tout cas, voilà, moi je vois bien et il y a un moment où, bah, typiquement, moi comme c'est un appart qui est à distance, je l'ai confié à une régie. On m'a informé qu'il y avait un dégât des eaux une fois. Bon, je me dis: «Pas de panique, il y en a déjà eu, ça s'est réglé», je m'affolais pas. Et en fait, bah, typiquement, j'ai un sinistre qui a carrément, généré un procès contre moi en tant que propriétaire parce que juridiquement, c'est moi qui suis en faute, même si j'ai OK. une régie, même si tout un tas de trucs. Bref, je vais passer tous les détails juridiques qui vont avec et qui sont très lourds, qui font qu'on va pas jusqu'au bout et en fait, bah, ma régie, m'avait pas informée de la suite. Elle m'avait juste dit: «Il y a un dégât des eaux». Pour moi, elle gère, elle me fait remplir 1 ou 2 papiers de temps en temps, très bien. Mais en fait, je me rends compte que, bah, en fait, j'ai carrément un procès, et la locataire m'écrit un pavé un jour comme ça, où j'en oublie des papiers à la poste une fois que je vais récupérer le recommandé tellement je suis Ému ou ouais. stupéfaite parce que je découvre et elle m'envoie des tonnes de photos où il y a des champignons qui ont poussé dans l'appartement, quoi. Quand je dis des champignons, c'est elle aurait pu faire une poêlée de chanterelles, quoi.
Et toi, tu étais pas au courant, en fait? et j'étais pas au courant. Ouais. Donc il y a tout ce côté où on est tous des maillons de la chaîne, du propriétaire à la régie, au locataire, tout le monde doit être acteur de ça. Et en fait, bah, il y a plein de problèmes dans les maillons, quoi. Il manque ça manque de rouage, ça manque d'huile pour que tout fonctionne bien et chaque maillon peut bloquer complètement le sinistre. Donc voilà, dans les anecdotes que j'ai celle-ci qui m'a particulièrement marquée, plutôt à titre perso, mais j'en ai vécu plein d'autres en tant qu'agent, en tant que manager, où, ça peut, faire basculer des décisions de vie aussi, parfois. Mmh. Parce que, Et alors, j'avais c'est une un moment de vérité, quoi, clairement. ouais, bah, en plus, tu fais une très bonne transition pour ma prochaine question. J'ai suivi pas mal d'événements, conférences ou autres dans le secteur de l'assurance et souvent on parle de, comme tu dis là, de moments de vérité Ouais, en assurance et souvent, bah, la gestion de sinistre, c'est le moment de vérité. C'est-à-dire que c'est le point de bascule où ton assuré va rester chez toi ou va partir. ouais, clairement. Pourquoi on a vraiment cette approche-là en fin de compte? Alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait que alors déjà, il y a une relation très différente entre un particulier et du professionnel ou de l'entreprise. Quand on est agent et qu'on a des professionnels ou entreprises, eux, on les visite régulièrement, on va faire des visites de risque, on est un peu au courant des nouveautés qu'il y a dans leur entreprise. Donc la relation est plus régulière et donc la relation de confiance se fait plus facilement. Quand c'est un particulier, on est, sur du sinistre de masse potentiellement quand il y a du sinistre, mais c'est surtout que, bah, ça représente une grosse partie souvent de nos portefeuilles, et quand on est conseiller, je sais pas, Matmut, Massif, on est principalement sur des particuliers. Pour autant, on n'appelle pas aujourd'hui le particulier pour lui dire: «Est-ce que par hasard vous auriez fait des travaux chez vous qui fait que vous avez créé une pièce supplémentaire, il faut que je vous fasse un avenant parce qu'au cas où vous ayez un sinistre, sinon on vous appliquerait une règle proportionnelle de prime parce que vous nous avez pas déclaré ces travaux». Et Mmh. combien de personnes autour de nous se rendent compte au moment du sinistre que: «Ah bah oui, j'ai fait des travaux, j'ai oublié de le dire». OK. Donc il y a plein de points de friction à ce moment-là qui arrivent parce que soit on n'avait pas compris certaines options qu'on a choisies ou pas choisies, soit on a oublié de déclarer des choses et donc il y a Mmh. une incompréhension qui peut se créer à ce moment-là ou une découverte, quand bien même on aurait donné des conseils de prévention, n'empêche qu'on a toujours l'impression de découvrir son contrat à ce moment-là. Mmh. Et comme il y a pas, autant de régularité dans la relation et de points de rencontre, bah, Ouais. finalement, il y a que le sinistre qui est vraiment un point, d'achoppement clair, parce que, alors j'avais des clients moi qui avaient plein de contrats chez moi et qui venaient régulièrement parce que changement de voiture et cetera. Donc là, c'est des points de rencontre régulières. Mais aujourd'hui, on voit que c'est plus dur de fidéliser. La loi Hamon aussi a changé beaucoup de choses. La résiliation infra-annuelle est venue changer aussi la temporalité de la relation avec, nos clients. Mmh. Heu, Parce que les gens remettent plus facilement en concurrence, parce qu'il y a eu beaucoup de hausses ces dernières années entre le climatique et autres. Donc les stratégies aussi de politique tarifaire ont changé, chez les uns et les autres. Et puis, donc voilà, entre le fait qu'il y a eu des augmentations, que c'est difficile à comprendre, qu'on peut résilier plus facilement, la relation peut s'effriter un peu ou être moins durable. Mais ça veut dire Mmh. aussi que l'assureur, lui, doit faire plus d'efforts pour acquérir des nouveaux clients, du coup, s'il part au moment du sinistre. Donc là où on voit que ça devient aussi un moment de vérité pour l'assureur, c'est qu'il peut plus se permettre, entre guillemets, de perdre trop de clients au moment du sinistre. Et c'est là où on voit que dans l'assurance, il y a un point de bascule qui est en train d'arriver sur, vraiment le sinistre, c'est le moment de vérité effectivement où, en gros, moi je dis: «C'est un ultimatum». C'est soit il nous ça va finir en réclamation si on le gère mal, soit en résiliation. Donc dans tous Mmh. les cas, on est perdant parce que résiliation, bah, ça veut dire refaire des efforts d'acquisition client et perdre peut-être plusieurs contrats en même temps parce qu'on a chez les assureurs beaucoup travaillé le multi-équipement depuis des années, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de multi-équipement. Et puis de l'autre côté, bah, si c'est de la réclamation, c'est la CPR qui va venir nous taper sur les doigts si on en a Ouais. trop. Mmh. Donc c'est double sanction quoi potentiellement. Et puis, si on se met à la place de l'assuré, bah, c'est là où il se rend compte si son assureur l'a bien conseillé ou pas, s'il a compris ce qu'il a souscrit et quel accompagnement on lui fait. C'est là où il attend un accompagnement premium, en fait. Il veut Mmh. être hyper chouchouté et aujourd'hui, bah, on voit ça comme du sinistre de masse et on va sûrement l'aborder après, mais dans le métier de gestionnaire de sinistre, c'est là où, il faut qu'il y ait une remise en perspective de la relation humaine à ce moment-là. Et par rapport, tu le dis, au métier de gestionnaire sinistre, quel levier est le plus important? C'est-à-dire qu'on leur demande d'être plus techniciens? Parce qu'il y a quand même beaucoup de réglementations, Bien hein, sûr. on voit ensemble. Et après, il y a le côté humain, Mmh. où des fois, tu as des personnes qui sont je pense aux personnes, des fois où tu as des baraques détruites parce qu'il y a des catastrophes C'est naturelles ou ça. autres, qui Ouais, sont vraiment, démunies. ouais. Quel élément doit être le plus fort en fin de compte dans le métier? C'est-à-dire plus technique ou plus le côté humain? En fait, j'allais dire les 2 mon capitaine. C'est-à-dire que je peux pas, être à l'aise dans l'humain et être mauvais en technique parce que ça veut dire que si je suis très humain, mais que je comprends rien à la technique, parce que malheureusement
ça arrive, ou pas tout en tout cas, bah, je vais mal aiguiller mon client. Et un Mmh. dossier mal orienté, même si j'ai été hyper sympathique, si quand il réappelle, il tombe sur quelqu'un qui se rend compte que techniquement c'était pas comme il faut, on va perdre la confiance quand même. Je peux avoir eu un super premier contact, mais si on m'a mal orienté et que ça pénalise la suite de mon dossier, je vais être hyper frustrée et ça casse la relation. Donc on est obligé d'avoir les 2. C'est-à-dire qu'il y a besoin de cette maîtrise technique et c'est là où c'est difficile parce que c'est un métier, comme tu l'as dit, où il y a beaucoup de réglementation, il y a les process internes, il y a l'urgence parce que si je suis sur un climatique, du relogement et cetera, il y a une urgence pour l'assurer qui est très forte. Donc j'ai à la fois un stress de l'urgence, une maîtrise technique qui est un peu lourde à absorber et souvent la montée en compétence est, jugée trop lente, et c'est frustrant pour le gestionnaire. Et Mmh. puis le gestionnaire, moi j'en ai vu plein qui avaient, une crainte de mal faire. C'est-à-dire qu'ils connaissent la théorie, mais dès qu'ils sont face à un cas, pratique qui est pas pile poil comme ils ont appris, c'est un peu paniqué à bord de dire: «Mince, là, je sais pas où le situer ce dossier-là» et en même temps le client, il a une attente hyper forte. Là, il a besoin que je lui apporte une réponse. Donc Mmh. techniquement, il faut être à l'aise et si je suis à l'aise techniquement, alors je serai plus à l'aise humainement. Mais si je fais OK. que de l'humain et pas de technique, j'ai tout faux aussi quoi, quelque part. Et À un moment, ça se découvre. tu le disais toi aussi, enfin, tu as vécu ce métier-là de l'intérieur, tu formes aussi, sur ces métiers-là. Est-ce que la part émotionnelle, tu vois, moi je suis quelqu'un qui est très empathique, donc tu vois, si Mmh. quelqu'un m'appelle et me dit, je sais pas moi, je suis démuni, je vais pas bien, ça va pas du tout et Ouais. cetera. Tu as ce côté-là où il faut que tu te mettes une barrière un peu, de te dire: «Bah, est-ce que j'encaisse tout d'un coup?» Parce que tu as je sais pas combien tu as combien d'appels par jour à peu près? Ou un dossier, tu en Heu, gères combien par jour environ? Moi, par exemple, j'étais sur une plateforme où on faisait moitié-moitié. On faisait moitié, 3-4 heures d'appel et OK, 3-4 heures plutôt ce qu'on appelle en back office, en flux froid, où là, tu traites du dossier, tu traites de la déclaration, OK. pour, pas avoir toute cette masse émotionnelle toute la journée aussi, Mmh. justement, pour essayer de trouver l'équilibre. Il y a des endroits où c'est un jour, un jour. Un jour, je fais du back office, un jour, je suis en front office et je prends tous les appels. Donc il y a pas un organisme qui fait de la même façon. Là où ta question est hyper intéressante, c'est que oui, il y a une charge émotionnelle qui est très forte pour l'assuré. Lui, comme tu le disais, ça peut être, j'ai plus rien en fait, je suis complètement démunie et en fait, il faut essayer de trouver le dosage entre l'empathie pour être à l'écoute et rassurer et avoir les bons mots de réassurance et surtout donner de la clarté et de la visibilité. En fait, ce qui manque Mmh. aussi beaucoup, c'est quoi l'étape d'après? J'ai besoin de savoir, sans me dire tout le déroulé, j'ai pas besoin de savoir tout comment ça va se passer, mais juste l'étape d'après, petit à petit. Parce que des étapes, je vais en avoir plein dans ma tête. Si tu me déroules tout, je vais être perdue. Par contre, si on me dit juste: «Bah, la prochaine étape, c'est ça. Là, je me suis occupée de votre logement, c'était la priorité numéro un. Par la suite, essayez de nous envoyer les photos dès que vous aurez un peu de connexion internet, dès que vous serez un peu mieux que vous aurez, ne serait-ce que du wifi, enfin des choses toutes bêtes, mais voilà. Et il faut essayer de trouver le bon dosage entre empathie et sympathie. La difficulté, elle est Mmh. là. Si je tombe dans la sympathie, là, je vais tout prendre en comme une éponge. Et là, à la fin de la journée, je suis épuisée, je suis naze, j'ai tout absorbé pour les autres et je suis perdue. Donc il faut trouver le bon dosage. Moi, j'ai eu des collaborateurs, qui étaient très, très humains, assez mauvais techniquement parfois. J'ai eu ces contrastes-là justement avec des gens qui voulaient tout faire pour les gens démunis. J'ai des gens qui venaient me voir en me disant: «Aurélie, là la personne elle a fait réparer, elle a payé, 15 000 € pour sa toiture, sans accord de personne, on peut lui prendre en charge quand même». Ah oui, mais alors là, dans le cadre que tu me précises, en l'occurrence, on n'aurait pas pris en charge cette partie-là. Donc si je dis oui à tout, parce que certains Mmh. pour être sympas, disent oui, mais Ouais, contractuellement ou conventionnellement, ce sera non, en fait. Donc la difficulté aussi, elle est, comment j'évite le conflit? Comment je donne de la clarté? Comment j'annonce une non prise en charge quand il est ne serait-ce que partielle? Parce que ça, c'est pas évident aussi à appliquer. Et mmh, donc il y a tout ce côté, c'est quoi les bons mots? Comment j'accompagne ça? Je peux pas être en sympathie avec tout le monde et dire oui pour faire plaisir. C'est pas possible. ouais, J'ai quand même un cadre à respecter, contractuel, ne serait-ce que ça. Et parfois, oui, on est obligé de dire non à des gens qui ont l'air démunis. Et à l'inverse, il y a plein de fois où on accompagne, mais on ne fait pas ressentir qu'on est vraiment avec eux, en fait, alors qu'on l'est. ouais. Donc, faut trouver le bon dosage. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne, pas assez bien entre guillemets dans la gestion de sinistres? On est plus côté process, outils, j'entends beaucoup parler de l'intelligence artificielle, Ouais, des évidemment. formations. Tu le disais là, un peu de la culture, interne sur ces sujets-là. Oui. Quel est le point de friction qui fonctionne pas encore assez bien, dans ce métier? Le point de friction, il est multiple. C'est-à-dire que, très souvent, on a une formation initiale qui est très dense. En fait, aujourd'hui, les gestionnaires de sinistres, la plupart, ils sont pas du métier.
très souvent. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent plutôt de la relation client, donc on se dit: «Bah, c'est super, ils ont des bonnes bases en relation client, ils savent faire cette partie-là, donc on va leur apprendre surtout la technique et les process, les conventions, la réglementation, comment on règle un sinistre». OK. Sauf qu'on les relie pas avec ce qu'ils ont connu de la relation client. Et les Mmh. gens qui sont de la relation client, très souvent, en fait, ce qu'ils ont connu, c'est par exemple des plateformes où, pendant 6 mois, ils faisaient, je dis n'importe quoi, mais admettons, ils bossaient pour Engie, un coup, ils bossaient pour Orange, pour Bouygues, moi, j'avais beaucoup de collaborateurs qui me disaient: «Ouais, c'est un métier, hyper intéressant intellectuellement parce qu'on apprend plein de choses, y compris pour soi à titre perso, en plus, c'est difficile parce qu'on gère que des fractions de sinistres à chaque fois». Chaque appel, c'est un morceau du sinistre et donc on n'a pas la vision d'ensemble. On n'a pas le sentiment de pouvoir accompagner de bout en bout un assuré quand on est en gestion collective. Ça, c'est un des Mmh. premiers points d'achoppement, c'est que pour eux, ils ont une difficulté à avoir la vision d'ensemble et donc c'est ce qui apporte aussi la difficulté parfois pour certains à donner la clarté sur c'est quoi l'étape juste après. Parce que même eux, c'est pas toujours hyper clair dans leur tête. Donc il y a la vision d'ensemble qui a un point de friction et puis l'autre point, c'est c'est le fait d'avoir, eu l'habitude en relation client de faire du one shot. C'est-à-dire que moi, certains me disaient: «Bah, moi, j'avais l'habitude, on m'appelait pour dire: "Vous pouvez m'expliquer ma facture"», j'expliquais la facture et puis ça y est, c'était terminé. Il y avait pas de suite et donc vraiment, c'est, étape par étape, comment j'arrive à expliquer ça à un client, à le rassurer. Donc vraiment cette chaîne de, à la fois avoir la vision d'ensemble, mais être capable d'expliquer avec des mots simples parce que, moi je disais toujours à mes collaborateurs qui arrivaient, je disais: «Aujourd'hui, vous ne savez rien de l'assurance ou presque. Vous allez découvrir une quantité de vocabulaire énorme. Dites-vous que le client que vous avez en ligne, même dans 2 ans, eh ben, vous pourrez pas lui parler avec des mots techniques, il faudra lui parler simplement». Donc faut être accessible aussi et puis il faut arrêter de parler avec notre jargon, ça c'est insupportable. J'étais dans des services parfois où on disait, «Ça, le sinistre, il est non pris en charge», donc notre vocabulaire à nous, c'était, NPEC. Et je peux pas entendre sur un plateau: «Votre sinistre, il est NPEC». Je l'ai entendu. Ouais. Il faut vraiment aussi mettre cette barrière entre on est entre nous, on se parle avec notre jargon et il faut m'adapter parce que, j'ai un client en face, qui ou un sociétaire parce que pareil, j'ai pas le même vocabulaire d'un assureur à l'autre. C'est Mmh. un client ou c'est un sociétaire, bah, on le dit pas de la même façon aussi. Donc il y a tout un vocabulaire aussi à aller chercher. Il y a des mots, dits magiques et puis il y a des mots qui sont vraiment, insupportables à entendre pour le client. Mais je dis ça, Mmh. c'est pas que côté gestionnaire. Moi, je l'ai vécu aussi avec des experts. Il y a des experts où pour eux, c'est tellement naturel, leur expertise, ils en enchaînent, 8-10 par jour, pour les sinistres de masse, voire plus. Pour eux, tout est un petit sinistre, en fait, ça s'enchaîne, c'est rapide. Moi, je me souviens avoir accompagné, un sinistre sur un petit immeuble où ils étaient en syndic bénévole, donc là, ils étaient en panique, ils savaient pas ce qui s'était passé, c'était un Mmh. incendie volontaire, criminel. Volontaire On en n'a pas plus, ouais. retrouvé la personne. Pour eux, c'était catastrophique, en fait, c'était hyper traumatisant. L'expert, je l'ai eu tout de suite, hein. C'était un lundi matin, ça bloquait, toutes les rues du coin. J'avais la police, la mairie, j'avais tout le monde, donc l'expert, je l'ai eu très, très vite et là-dessus, ils ont été ultra réactifs. Mais je me souviens qu'il y a un mot qui a, bloqué mes clients, c'est, quand l'expert leur a dit: «C'est oui, mais ça, c'est un petit sinistre incendie». Ouais, enfin, un sinistre à 35 000 € qui a bousculé leur vie, pour eux, c'est pas du tout un petit sinistre, en fait. Mmh. Donc chaque dosage de mots peut avoir une importance et faire une déflagration plus forte encore ou un retour de boomerang de, bah, déjà je vis le sinistre, c'est dur pour moi et en plus toi tu considères que c'est petit, que c'est pas très grave et que c'est un parmi d'autres. Et en Ouais. fait la personnalisation et l'adaptabilité qu'on doit avoir vis-à-vis des assurés est hyper forte. Il y a une fragilité à ce moment-là. Donc Mmh. chaque mot va être une déflagration potentielle dans l'esprit du client, en fait. Tu le disais aussi, là, que tu avais des process de recrutement, c'est plutôt des personnes qui venaient, qui avaient du contact avec le client. Est-ce que le métier, de gestionnaire de sinistre, il manque de reconnaissance aujourd'hui? L'impact sur le recrutement, c'est difficile de recruter des gestionnaires de sinistres ou à l'inverse, c'est plus facile que des techniciens, cadres ou autres, qui Alors, évoluent dans d'autres métiers de l'assurance? c'est jouable, après ça dépend vraiment des régions. Il y a des régions où Mmh. c'est plus facile que d'autres. Parce qu'il y a des régions où on a justement tous ces centres de relations clients qui existent et qui se sont implantés à des endroits parfois où il y avait pas, forcément de gros sièges, d'assurance par exemple. Et puis il y a des endroits où c'est plus concurrentiel que d'autres. Tu prends, Lyon, c'est très concurrentiel, tu prends Nantes, c'est Mmh. pareil. Les grosses métropoles globalement sont très concurrentielles et c'est difficile d'avoir du monde. Si on veut des juniors et les faire progresser, ça on arrive à trouver. Par contre, la vraie difficulté, sur ces profils-là, c'est la montée en compétences une fois de plus.
C'est-à-dire qu'on délivre une formation initiale. Moi, j'ai des assureurs qui me partagent des directions formation qui me disent, on a fait des formations, alors ils ont testé plein de formats souvent, du 2 semaines, du 4 semaines, du 6, des allers-retours un peu, en double écoute, des choses comme ça. Ouais. Mais ils se rendent compte que, et la plupart me confirment ça, c'est-à-dire que moi je l'ai vécu, mais beaucoup d'autres assureurs me le confirment. La formation initiale où on est en salle en U et même si on met un peu de jeu de temps en temps, ça reste très épisodique, ça reste, du déroulé de PowerPoint, j'ai envie de dire, entre guillemets. Le problème, c'est qu'ils en absorbent 10 à 20 seulement et pas Mmh. tous les mêmes 10 à 20. Donc ils s'induisent en erreur en plus entre eux derrière quand ils se disent: «Mais toi, tu as compris quoi?» Donc il y a une vraie complexité à dire la formation initiale. Ça veut dire que si j'ai fait 5 semaines, un assureur accepte aujourd'hui de se dire: «En fait, ils ressortent qu'avec 20, donc il y a une semaine qui a été utile et j'en ai jeté 4 à la poubelle». Et ça, je me dis: «Waouh!» Ça a été un point de départ pour moi très fort de me dire: «Il y a un moment, on peut pas continuer à faire juste de la formation initiale». Et en fait, là où on est tous d'accord quand je partage avec des directions formation ou indemnisation, c'est de se dire: le gestionnaire de sinistre, tous les jours, il est avec le client et pourtant, c'est le seul qui a pas de formation continue obligatoire chaque année, comme le conseiller, comme l'agent, comme le collaborateur d'agence. C'est paradoxal. C'est hyper paradoxal. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que en agence, l'obligation, c'est les fameuses 15 heures de DDA par an. Mmh. Donc DDA, c'est la directive sur la distribution de l'assurance. Donc ça veut dire qu'on a compris qu'il fallait appuyer sur le conseil au moment de la vente et de l'accompagnement et avoir un conseil personnalisé. Et donc ça, on a dit, OK, c'est normal d'y mettre des moyens et d'obliger à se mettre à jour, à s'améliorer chaque année avec 15 heures par an. Mais les gestionnaires de sinistres, eux, ils ont pas ça. Donc en fait, souvent, il y a beaucoup qui investissent sur la formation initiale et puis après, une fois qu'ils sont lancés dans le bain, il y a les flux qui débordent dans tous les sens et là, on n'arrive plus à les sortir de production. Parce que, il y a X appels, il y a un climatique qui arrive, il y a, ça déborde côté rapport, il faut à tout prix qu'on se remette à jour sur les rapports, les délais s'allongent et donc on n'arrive plus à les sortir de production. Et ça, Mmh. c'est un vrai souci parce que, moi, par exemple, quand je travaillais pour un assureur, alors j'étais en gestion, déléguée en marque blanche, j'étais presque «contente» entre guillemets quand l'outil informatique plantait parce que, ça voulait dire si c'était national qu'en 2 heures, ils allaient tout nous résoudre, il allait plus planter et donc ce que je faisais dans ces cas-là, c'était ma meilleure chance de faire monter en compétence mes collaborateurs. Ça arrivait 2 fois par an, hein, 3 fois par an. Ouais. Mais sur ces 2 heures, je mettais une moitié de l'équipe qui prend les appels pour dire: «Désolé, on a un souci informatique, rappelez cet après-midi, rappelez demain» et cetera. On organisait les choses. Pendant 1 heure, je mettais cette moitié d'équipe à faire ça. L'autre moitié, je prenais mes référents techniques, mes accompagnants, mes petits formateurs, internes, dédiés et je leur disais: «Qui peut me faire un atelier sur les recours? Qui peut me faire un atelier sur les calculs de vétusté?» et cetera. On répartissait les équipes comme ça. On se disait: «Allez, vous avez 1 heure pour progresser là-dessus, profitez, posez toutes vos questions, entraînez-vous». On improvisait. On prenait tout ce qu'on avait évidemment de nos formations initiales, mais c'était un peu en mode impro, comme ça sur le vif en se disant: «C'est notre meilleure chance finalement de les faire progresser là parce qu'on a 2 heures devant nous» et au bout d'une Mmh. heure, je switchais. Ceux qui prenaient pas d'appel avant, les prennent maintenant et les autres vont en atelier. Donc voilà, Mmh. c'était presque mon seul moyen où je pouvais les sortir de production sans stress, sans devoir tout organiser une usine à gaz, Ouais. où, du coup, voilà, mais ça nous arrivait, 2 fois par an, pas plus évidemment. Heureusement que les Et outils informatiques tiennent la route quand même. heureusement, ouais. Et j'avais aussi une question, sur, d'un abonné, alors, Jean-François Diette, donc cofondateur de Lynxia. Ouais, Il posait une question sur pourquoi les sinistres, les sinistres relativement simples, enfin le mot «relativement» entre guillemets, hein, enfin parce qu'un ouais, sinistre on peut pas dire s'il est simple, enfin je sais pas, bon, prennent-ils il y en a des encore simples. prennent-ils encore parfois plusieurs jours avant d'avancer réellement dans le process? Aujourd'hui, je pense que, il y a des choses qui pourraient clairement être automatisées, il y a pas de doute et c'est déjà le cas chez certains, hein. Il y a déjà des choses qui sont automatisées. Mais, et puis, l'IA, enfin évidemment que tout ça, ça va amener, de la fluidité, pour qu'on puisse se reconcentrer aussi sur l'essentiel. Mais, aujourd'hui, pour moi, il y a déjà, des écarts énormes entre assureurs. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends alors sur du sinistre simple, si je prends de l'auto, le bris de glace, ça se fait déjà chez, le pare-brisier. Globalement, c'est déjà lui qui fait la déclaration. La plupart des choses sont déjà plus ou moins automatisées et voilà. Pour moi, je suis assez convaincue que sur, l'auto, en accident où tu as un constat amiable, lisible, on pourrait avoir de l'OCR et il y a déjà, hein, chez certains, j'ai pas de doute que c'est déjà en route, de l'OCR qui te remplit les champs et l'idéal pour un assureur, ce serait de se dire, bah, le recours en convention IRSA, si on est en IRSA, le recours, il s'automatise. Parce qu'aujourd'hui, Mmh. un des gros enjeux aussi des assureurs, c'est le recours. Et ce mot-là, il fait peur à tous les gestionnaires.
On dirait que c'est une montagne à chaque fois, parce qu'il y a un côté juridique aussi qui fait un peu peur, il y a un côté formalisme très rigoureux et donc aujourd'hui, je suis sûre que l'automatisation pourrait être aussi sur les recours pour simplifier la vie de l'assureur et retrouver un équilibre technique aussi parce que, clairement le recours, c'est un enjeu énorme. Mmh. Mais, sur la partie gestion vis-à-vis de l'assuré, bah, il y a un gros écart. Typiquement, tu prends 2 espaces clients d'assureurs différents. Tu vas en avoir un où tu peux déclarer ton sinistre, mais en fait, ça va être l'équivalent d'un mail qui est juste routé vers la bonne boîte mail. Si je fais simple, tu me dis que tu as un sinistre auto, je l'envoie au service auto, OK. Comme tu as certains espaces clients où tu vois très bien que tu déclares déjà des choses et que ça remplit, tu comprends, enfin, quand tu es du métier, tu comprends que ça remplit déjà des champs derrière et à la fin, tu as déjà ton numéro de dossier. Bah, ça, c'est une grosse différence déjà. Tu as déjà gagné si tu fais ça, le soir chez toi, une veille de pont, parce que tu viens de découvrir ton sinistre le vendredi soir en rentrant chez toi, bah, tu as déjà gagné quelques jours, tu as un numéro de dossier, tu as quelque chose de concret. Chez d'autres, c'est le mail va arriver le lundi. Le lundi, il y aura eu, je dis n'importe quoi, 100 déclarations qui seront arrivées au lieu de 200 les autres jours et du coup, ton délai va être déjà de 2-3 jours pour juste avoir la confirmation que ton sinistre est pris en charge, est pris en compte, avec un numéro de dossier et une première réponse ou un premier appel pour préciser les choses. Donc déjà, rien que la première étape et c'est énorme les écarts qu'il y a là-dessus. C'est Mmh. vraiment hyper important déjà, rien que la phase de déclaration. Donc il y a énormément de choses qui peuvent être automatisées. Le sujet quand même derrière aussi et là je parle des espaces clients côté assuré. Il y a aussi le côté, outils informatiques des gestionnaires, et en agence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux échanger avec avec n'importe quelle compagnie. Encore aujourd'hui, on me dit qu'il y a un vrai problème de coordination des informations. Si tu demandes à un agent d'assurance: «Est-ce que quand, un client vient vous voir et vous dit: "J'ai changé d'adresse mail ou de numéro de téléphone", est-ce que, si je le mets dans l'outil de relation client, dans l'outil, mon portail un peu d'entrée de relation, si je le mets à jour là-dedans, est-ce que ça le met aussi à jour si les clients en assurance individuelle de personnes, par exemple assurance vie? Est-ce que ça le met aussi à jour s'il est adhérent à une collective dans mon entreprise, dans mon agence?» La plupart des agents me disent: «Non, toujours pas. On n'arrive toujours Ouais. pas à chaîner tous ces outils différents», alors qu'on est dans la même compagnie. Donc ça paraît déjà fou de se dire, en fait, un agent, on lui parle de temps commercial, de temps disponible pour ses clients, mais déjà il doit faire 3 manips au lieu d'une, quoi. Donc voilà, il y a déjà ce souci-là avant de réussir à aller plus loin, et puis en gestion de sinistre, on a encore beaucoup, beaucoup d'outils qui sont des, vieux AS400, les écrans noirs avec, tabulation, la souris marchait même pas à l'époque, on n'en avait pas et en fait, on a fait de la cosmétique par-dessus. Que ce soit en banque ou en assurance, on a beaucoup fait de cosmétique pour améliorer l'ergonomie et la visibilité, mais on a encore ces vieux systèmes qui fonctionnent derrière et eux sont pas forcément automatisables, de façon aussi fluide qu'on le voudrait et en fait, l'IA et l'automatisation obligent là les assureurs à se dire: «En fait, il faut qu'on remette à plat tous nos systèmes d'info pour pouvoir, avancer» et Ouais. ça, c'est, des choses qu'ils n'avaient pas toujours envisagées et puis ils n'ont pas encore amorti, les outils qu'ils ont mis en place des fois il y a 10 ans. Parce qu'un temps Et d'amortissement, sur un outil informatique, c'est très lourd. en parlant d'automatisation, il y avait aussi une question de Yacine qui est chargé, en assurance, qui disait qu'en fait, comment concilier l'automatisation via l'IA et le Mmh. devoir de conseil afin de garantir une bonne compréhension des garanties et exclusions avant la survenance d'un sinistre? Tu parlais Ouais, des agents tout à l'heure, aussi tu l'as été, il me semble. oui. Comment tu arrives à concilier ça en fait, Aujourd'hui, par exemple, plusieurs compagnies ont lancé des IA internes, qui aident au devoir de conseil ou qui répondent à des questions sur les doutes qu'on peut avoir. Je vais te donner un exemple, je sais pas moi, le client m'explique que dans sa maison, il a une cheminée. Est-ce qu'il faut forcément que ce soit un foyer fermé pour que ce soit assurable? Je dis n'importe quoi, mais admettons. Et ben ça, ce sera indiqué dans les conditions générales, ce sera dans les instructions techniques internes et si je dois chercher tout ça, bah, je peux vite avoir une erreur d'interprétation ou autre chose. Donc plusieurs, compagnies ont lancé leurs propres IA à destination des agences pour poser une question simple et être capable de répondre sans faire des recherches pendant des heures pour le client et bien l'accompagner là-dessus. Donc déjà là-dessus, on a des choses, qui, sont arrivées en agence, depuis 1 an, 2 ans, ça dépend des assureurs. Il y en a qui sont allés plus vite que d'autres. Mais là, on est vraiment sur de l'IA interne et donc mmh, ça aide le rôle du collaborateur, du conseiller, de l'agent pour bien accompagner et améliorer sa relation client et son conseil client et être pertinent. Donc répondre à son devoir de conseil. À l'inverse, si je suis quelqu'un je suis le grand public, je suis un assuré, je veux aller sur une IA
et j'espère que, ChatGPT va m'aider à faire le bon choix en assurance. J'entends même parfois dire qu'il pourrait y avoir de l'assurance habitation souscrit en 3 clics sur WhatsApp. J'avoue, moi, ça m'inquiète parce que, bah, déjà, le grand public a pas, forcément, conscience de tout ce que ça engendre derrière. Il voit ça comme une obligation, l'assurance, souvent, et ça s'arrête là. Donc, pour lui, c'est une cotisation et il espère juste que le jour où il en aura besoin, on lui payera quelque chose. Pour autant, il a pas conscience de tout ce qu'il y a comme précision, en fait, derrière. Comme Mmh. enjeu. Donc là, je parlais de la cheminée, mais ça pourrait être d'autres choses. Ça peut être l'option piscine, ça peut être l'option pour l'extérieur, ça peut être le rééquipement à neuf. Plein de gens ne comprennent pas ce que c'est l'option rééquipement à neuf et donc quand on leur annonce de la vétusté parce qu'ils n'ont pas cette option-là, ils tombent des nues et ça, c'est un des gros points de déception vis-à-vis de l'assureur. C'est de dire quand on entend assureur voleur, c'est souvent lié à des notions de vétusté, par exemple. Parce qu'il n'a Mmh. pas compris que s'il prenait pas cette option-là, bah, si son bien il a 10 ans, on va lui donner, que la moitié, par exemple. Ouais. Et par contre, l'IA pourrait, moi ce que je conseille souvent quand je forme à l'IA des agences d'assurance, j'en profite pour dire, bah, vous pouvez appuyer sur les options que votre client vous lui avez conseillées. Dans le mail récap, n'hésitez pas à remettre en avant, voilà les options que vous avez choisies, voilà à quoi elles servent, pourquoi elles sont pertinentes pour vous. Parce que souvent, on fait signer, on envoie la signature électronique, mais on prend pas le temps de réexpliquer quelques éléments. Alors qu'en Mmh. fait, l'IA peut nous permettre de dire, bah, en fait, mon client, il a choisi ça, c'est quand même dommage que j'appuie pas dessus. C'est que je l'ai Ouais. bien conseillé, c'est que je l'ai bien accompagné, je veux insister sur ces points-là pour qu'il sache aussi pourquoi il paye une cotisation peut-être un peu plus chère que chez certains. Parce que Mmh. moi, je l'ai accompagné, je l'ai guidé. Et donc ça, c'est essentiel. Par contre, si je suis, l'assuré lambda, je vais sur ChatGPT ou une autre IA, quelle qu'elle soit, Claude, Gemini, on va en citer 3 pour, qu'il y ait pas de jaloux. Concrètement, aujourd'hui, l'IA grand public est très mauvaise sur l'assurance, je trouve. Encore plus sur la gestion de sinistre. Si je demande, «Est-ce que là je vais être indemnisé?» je suis à peu près sûre qu'il va me donner une catastrophe, ChatGPT. Parce que, OK. les IA grand public ne sont pas entraînés sur l'assurance. Les assureurs n'ont pas vocation à alimenter le grand public sur la compréhension de l'assurance et leurs process internes ou les réglementations. Donc moi, j'ai beau entraîner l'IA, beaucoup, je fais exprès, par exemple, moi je forme des BTS assurance, je fais exprès de, montrer des cas que j'utilise et de les faire corriger par l'IA, de lui donner la convention IRSI, par exemple, en dégâts des eaux, pour lui dire, bah, comment tu l'analyses et je lui apprends à se corriger au fur et à mesure pour l'entraîner. Mais pour autant, un client, il va pas aller dire: «Est-ce que mon sinistre rentre dans la convention IRSI?» il s'en fiche. C'est pas son sujet. Lui, ce Mmh. qu'il veut savoir, c'est comment il va être indemnisé, qui va le prendre en charge, comment il va être accompagné et il espère surtout que, bah, tout ça va avancer le plus vite possible. Donc ça, c'est pas l'IA qui va lui dire. Mais l'IA grand public aujourd'hui n'est pas entraîné sur l'assurance et dit beaucoup de bêtises. Donc je suis toujours extrêmement vigilante à dire, bah, les assureurs ont leurs IA internes, elles sont entraînées sur leur base interne et c'est important parce Mmh. qu'en plus, il faut éviter la fuite de données, bien sûr. Mais le grand public aura souvent des réponses très, très approximatives. Mais c'est comme quand nos clients venaient en agence en disant: «Ah ben j'ai regardé sur Google, internet m'a dit ça». Ouais. C'est juste que là, ça va plus vite, c'est plus accessible et ça paraît être plus personnalisé parce que tu lui expliques quand même un peu ta situation. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'IA te pose les questions qui seront pertinentes pour être complètement adaptées, à la réalité de ton sinistre en réel, pour de vrai. Et on va arriver, à la partie la plus importante. Du coup, je comprends que par rapport à tous les points que tu m'as donnés en amont, Sinistrium est né sur tous les points de friction que tu as Ouais, pu me dire, en amont, sur ton vécu et en tant que bah, quand tu étais sur des plateaux de gestionnaires de sinistres ou autres, tu t'es dit: «En fait, il y a vraiment un sujet à faire là-dessus», notamment sur l'idée où, en gros, ils retiennent que 20 d'une ouais. formation qui dure, plusieurs semaines, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, Sinistrium, c'est né de, comment je peux me différencier déjà parce que, bah, des formations en gestion de sinistre, il en existe plein. C'est pas le sujet. C'est pas que ça n'existe pas et qu'il y a pas d'offre. Mais on a à la fois, et les constats que je faisais, c'était toujours un peu les mêmes, quoi. Celui qui est en agence, il est en zone tampon, il a pas trop la main dessus, il est dépendant des gestionnaires et les gestionnaires sont frustrés. Les managers sont frustrés parce que d'un point de vue, KPI, indicateur, c'est pas bon ou, il y a des points de friction qui remontent. Donc comment je peux trouver un moyen qui fait que souvent c'est pas tout de suite à la sortie, de la formation qu'il y a un truc à faire. C'est quelques mois après. Parce qu'il faut qu'ils aient le temps d'ingurgiter, d'engranger suffisamment de déclarations de sinistres et de début de dossier pour se rendre compte de c'est quoi leurs angles morts. Et en fait, Sinistrium est né du côté, de, comment je peux faire quelque chose qui permette de provoquer les déclics manquants. Moi, quasiment tout le monde me dit: «Ah ça y est, je viens d'avoir le déclic, je viens de capter tel truc» et ça déverrouille tout, en fait. Donc moi, l'idée, c'était de dire: «Comment je peux faire une formation
qui déverrouille les compétences, qui soit provocateur de déclic de façon efficace, rapide et qui fait qu'après la personne retrouve de la curiosité pour aller plus loin. C'était ça mon point de départ et j'ai matérialisé ça aussi sur, c'est quoi un bon gestionnaire de sinistre? Parce que j'en ai eu plein aussi. Heureusement dans mes équipes des gens qui étaient devenus très bons, qui ont été perspicaces, qui ont eu envie d'aller plus loin, de pas se laisser abattre même avec un peu en étant dérouté au début. Donc comment je peux raccourcir la durée de montée en compétences? Parce qu'aujourd'hui je peux pas heu, c'est difficile pour un assuré de comprendre qu'en fait il a quelqu'un qui est, en poste depuis 6 mois, 12 mois et qui arrive pas à l'aiguiller en fait. Et aujourd'hui la montée en compétences, moi j'ai encore des d'anciens collaborateurs, je pense qu'au bout de 2 ans, 3 ans de métier, ils sont encore un peu dans la panade régulièrement et ça c'est pas entendable. Les Mmh. sinistres, si je prends juste le dégât des eaux, c'est plus de 4 000 sinistres par jour en France. Par jour. Donc, c'est combien de personnes qui sont mal aiguillées dès le départ, sachant que tout le monde arrive, les promos, c'est souvent des vagues de 12. Donc il y a 12 nouveaux dans un service qui arrivent à chaque fois, qui sont un peu à patauger comme ils peuvent et même si on fait du progressif, que évidemment il y a plein de dispositifs d'accompagnement, n'empêche que le déclic n'arrive pas ou trop tard. Donc comment je peux accélérer cette, montée en compétences, le faire vite et en m'appuyant sur les bonnes compétences et c'est là que j'ai matérialisé mon triangle de la réussite, que je Mmh. mets souvent en avant. C'est savoir chercher la bonne info et ça, l'IA, par exemple, aujourd'hui, va aider aussi, ceux qui rentrent dans ce métier à aller chercher la bonne info. Pas s'arrêter juste à la première info. Le problème, c'est que souvent, ils s'arrêtent sur la première et puis, en fait, c'est pas celle qu'il leur fallait. Et je le vois bien, moi aussi avec les BTS assurance. On leur donne des conditions générales, hop, ils ont lu la première ligne de l'extrait de conditions qu'on leur a donné et puis hop, pas de bol, c'était la deuxième phrase qui était pertinente. Bon, donc savoir chercher la bonne info pour bien comprendre où je vais, dans quoi je vais rentrer avec ce dossier-là. Pouvoir appliquer tout ce qu'on m'a appris de réglementation, de conventions, de process internes et ça, ils sont pas tous, les mêmes partout et puis, pas oublier que j'ai une dimension humaine et qu'il faut que j'arrive à accompagner mon assuré. Donc il faut vouloir le faire, mais si je sais pas que je peux pas, je risque pas de vouloir en plus accompagner mon assuré, quoi, ça va être compliqué. Donc souvent ça, c'est un peu la dernière roue du carrosse et c'est un peu embêtant parce que, l'assuré lui, il a besoin de toi peut-être, 1 fois tous les 10 ans. Donc il attend que tu sois présent, et opérationnel. Il peut pas entendre que, là, j'ai un rapport qui est arrivé, OK, mais je suis aussi stressé parce que j'ai ma durée moyenne de communication sur lequel je suis timée. Ça, c'était un gros stress pour les gestionnaires aussi. C'est un des points de friction, c'est de dire, il y a un certain nombre d'assureurs, pour ne pas dire la plupart, disent: «Attention, moi je veux que les appels soient traités en moyenne en 3 minutes», par exemple. Oui, mais 3 minutes, si Ah c'est un ouais. rapport que je dois traiter, c'est chaud quand même. Donc soit j'ai un outil qui m'a aidé à tout calculer, qui analyse déjà tout et là où on revient à l'OCR, l'IA, l'automatisation qui peut me faciliter la tâche dès l'arrivée du rapport et ça va être un vrai plus quand ce sera intégré chez la plupart des assureurs pour gagner du temps et être dans l'accompagnement au moment où l'assuré m'appelle. Mais j'ai aussi, ce côté panique à bord de dire: «Bah, moi, je veux bien vous accompagner, mais là, votre rapport, finalement, je vais pas pouvoir le traiter là tout de suite parce que je dois enchaîner les appels, en gros. Donc je le reporte, je le mets sur un cahier et je me dis que je vais le faire cet après-midi ou demain. Mais quelle certitude j'ai qu'il va être traité cet après-midi ou demain s'il y a une autre urgence ou un climatique qui arrive d'un coup?» Et le point de fragilité aussi de l'assuré, c'est ça. C'est de dire: «Moi, je suis assuré, mais je sais pas, quand on me dit: "Je vais le traiter cet après-midi ou demain", j'ai pas de certitude, je raccroche, je suis en flip, en fait. Je panique parce que je sais pas si on va vraiment me le faire». Et Mmh. pire, j'avais des gestionnaires parfois où quand ils flippaient sur un dossier, ils faisaient genre, ils mettaient en attente le client et puis en fait, ils le récupéraient jamais et ça finissait par couper. Ah ouais? Ou pire, on leur raccrochait au nez et ça, tu peux le prendre en prestation et en sinistre. Je l'ai vu plein de fois et je l'ai vu aussi, à titre perso, quand j'ai un membre de ma famille qui décède et qu'on appelle plein de services de plein d'assureurs, hein. Je nomme personne, hein. Malheureusement, ça fait partie des mauvaises pratiques qu'on croise régulièrement et donc ça, c'est pas, entendable pour un assuré évidemment et ça fait partie des choses qui font flipper, en fait, les assurés quand ils appellent et qu'on raccroche en n'ayant pas la réponse pour dire: «C'est bon, je vous ai fait votre virement». En fait, on veut Mmh. pas raccrocher tant qu'on nous a pas dit ça. Donc ça Ouais. s'entend, évidemment. Donc une fois que tu as mis tout ça bout à bout, tu te dis: «Bah, comment je peux faire un truc qui provoque du déclic, qui accélère la montée en compétences pour que l'assuré soit bien traité, que les managers soient pas en flip sur les indicateurs et que le gestionnaire se sente à l'aise, en fait, sache ce qu'il fait?» Pour pouvoir être, empathique et ouvrir un peu ses chakras sur ce que lui dit le l'assuré. Donc Sinistrium est né comme ça et avec une Et contrainte forte qui est la sortie de production. Comment je fais sortir de et production mes équipes?
Et tes participants, souvent, ils découvrent des choses, sur eux-mêmes après l'expérience ou c'est quoi qui les Alors, surprises les plus fréquentes? les surprises, c'est, l'importance de la communication. Ils réalisaient pas à quel point le poids des mots, le fait d'échanger entre eux, parce que je fais des petits groupes volontairement, 4 à 6 personnes. Le but, c'est qu'il y ait de l'intelligence collective qui se mette en route, en fait. Parce que, typiquement, ils sont tous en gestion collective. C'est-à-dire que la plupart des services, certains ont testé de la gestion individuelle, très souvent ils reviennent au collectif quand même parce que, des congés, du RTT qui font que ça décale sinon la prise en charge. Donc on est très souvent en gestion collective. Mais ils apprennent pas à se parler ensemble. Ils apprennent pas à tracer leurs appels pour que ce soit facile pour celui qui reprendra après. Je disais tout à l'heure, ils traitent que des fractions de sinistres à chaque fois. Là, le but de Sinistrium et ce qu'ils découvrent, souvent, ce qu'ils redécouvrent, parce qu'en fait, ils l'ont vu au moins une fois au début, c'est la vision d'ensemble dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire quand je dois faire un sinistre de A à Z, c'est quoi toutes mes étapes pour redonner de la clarté après à mon assuré. Donc souvent, c'est ça qu'ils découvrent aussi. C'est de redécouvrir chaque étape, comment tout s'enchaîne. Et pour moi, dans Sinistrium, évidemment, il y a la partie jeu, escape game. L'idée, c'est de les aider à communiquer. Donc, je leur mets à disposition des affiches où ils partagent leurs questions, leurs doutes. Et moi, je suis en observation et en rebond de tout ça pour créer la dynamique de jeu qui permette d'aller chercher ce qu'il faut aller chercher et résoudre ce fameux sinistre. Parce que le côté timer les met un peu sous pression comme ils sont en vrai quand on leur dit: «Tu as 3 minutes d'appel en moyenne, pas plus». Sauf que Ouais. c'est une autre forme. Et le but pour moi, c'est de vraiment en profondeur le débriefing et de la méthodologie, de leur donner des astuces concrètes. Comment je fais un traçage d'appel qui fait que si demain je reprends n'importe lequel des appels de mes collègues, ben, c'est carré, on a une méthode qui fait qu'il y a pas de doute, je vais tout de suite comprendre, il s'est passé quoi hier, mon client il me demande quoi aujourd'hui, et demain, c'est quoi l'étape? Qu'est-ce qui manque pour avancer le dossier? Donc c'est plein d'astuces et souvent, là où ils découvrent des choses, c'est, de comprendre, des indicateurs qui, toi, vont te parler. C'est quoi un S sur P? Pourquoi le recours, il est Ouais. important? Eux, ils ont l'impression que ça s'arrête au moment où ça y est, j'ai indemnisé mon assuré et puis basta. Mais ça suffit pas. Pas forcément, ouais. Heu, le recours, il a un impact pour l'assureur, mais il a aussi un impact pour l'assuré. Parce que ça va réduire sa charge sinistre et donc demain, en surveillance de portefeuille, mais pour eux, c'est souvent très loin cet aspect-là. Bah, mon client, il sera pas passé en résiliation compagnie parce qu'il a eu trop de sinistres ou une charge sinistre trop importante si j'ai fait mon recours. Je vais Mmh. équilibrer mon S sur P plus rapidement. Tu peux demander, il y a plein de gestionnaires, ils savent à peine ce que c'est le S sur P. Et l'impact, le rapport sinistre à prime, ils sont très peu à comprendre en fait l'impact qu'il y a derrière. Pareil pour les provisions, c'est un mot qui leur est parfois inconnu. C'est quoi une Mmh. provision? Bah pourquoi je laisse mon dossier pourrir et attendre qu'il se clôture tout seul dans 2 ans? Mais j'ai pas besoin de provisions inutiles si ça y est, tout est terminé. Ah bah, ça, ils le réalisent pas. Donc le but, c'est aussi de redonner du sens pour que le gestionnaire soit satisfait et voit les déclics sur lesquels il est allé par lui-même, à travers ce modèle escape game, parce qu'il est allé chercher des choses qu'il soupçonnait pas, parce qu'il y a eu l'intelligence collective. Ensuite, pour l'assurer, c'est quoi les mots magiques? C'est quoi les mots barbelés à éviter? Pourquoi il faut l'accompagner avec empathie? Et je joue beaucoup sur l'émotionnel. J'ai une roue des émotions, donc ils savent pas à l'avance. Je fais exprès de faire une fausse cliente, énervée ou pas énervée, hein, ou triste, qui pleure parce que ça y est, la personne est complètement démunie comme tu le disais tout à l'heure. Et puis après pour l'assureur, en fait, pourquoi il y a un enjeu à traiter le recours et ses provisions. Donc on essaye j'essaye d'avoir une vision assez 360 pour que ça redonne du sens dans leur métier et que ça apporte de la valeur. Tu parlais tout à l'heure de reconnaissance. C'est un métier qui est peu reconnu, peu valorisé, alors qu'il est essentiel dans la chaîne assurantielle. Ouais. Essentiel. Et avec Sinistrium, du coup, si tu pouvais supprimer, une pratique dans la gestion des sinistres aujourd'hui, ça serait laquelle? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de durée moyenne de communication qui soit un facteur de stress pour les gestionnaires, Mmh. et une logique par tâche. En fait, très souvent, on leur demande X tâches par jour à traiter. Et X tâches, c'est quoi? C'est, 15 rapports aujourd'hui, 12 déclarations demain, 5, traitements de photos. Oui, mais si le client m'a envoyé 45 photos, j'ai fait avancer qu'un seul dossier. Et il y a pas de réflexion souvent par assuré ou par dossier. Et ça, c'est dommage. Donc Sinistrium règle pas tout, mais le but, c'est justement de leur faire prendre conscience que, derrière, pour moi, il y a d'autres enjeux. Il y a les enjeux de pilotage, Mmh. et ça aussi, l'IA aide petit à petit à orienter mieux le pilotage. Moi, je peux te donner un exemple très clair. Quand on redonne une vision, qu'on redonne du sens, qu'on fait comprendre pourquoi telle tâche est plus importante que telle autre dans la priorisation et qu'on donne un cadre,
et qu'on les valorise parce qu'il y a tout ça. Moi, la période où j'ai, travaillé sur ce fameux site de gestion de sinistres, on a fait passer en 6 mois le nombre d'appels de 35 000 appels par mois à moins de 15 000 avec la volumétrie de dossiers constant, hein. Ah oui, c'est bien du coup. Voilà, parce que si tu montres que, tu donnes l'étape d'après au client, qu'il est pas obligé d'appeler 3 fois parce qu'il a senti que la première personne, elle était pas très sûre. Donc j'appelle une deuxième fois pour me rassurer. Puis on m'a pas donné la même réponse, donc j'appelle une troisième fois pour voir si, c'est lequel avait raison des 2. Voilà, donc on élimine aussi tous ces facteurs-là dès qu'on a un pilotage plus clair, heu, qu'on donne une vision, qu'on priorise et qu'on fait comprendre pourquoi on va prioriser telle tâche plutôt qu'une autre. Moi, je dis souvent et du coup, j'ai déjà réfléchi aussi à un jeu potentiellement sur la partie pilotage et managériale, sur comment, aiguiller ça et faire comprendre pourquoi c'est aussi important. Parce qu'on peut mettre des priorités de 1 à 4, mais du coup, la prio 4, elle est jamais traitée, en fait. Donc il y a un moment, Ouais. elle te pète à la tronche aussi quand même. Mmh. Et je dis toujours, pour moi, ce qui est important, c'est pilotez bien vos flux froids, donc les flux de traitement de ce qui arrive en naturel. Les rapports qui sont ingurgités, ils arrivent, toutes les nuits en traitement, batch. Ils arrivent sur toi tes corbeilles ou il y en a qui appellent ça des corbeilles, et cetera. Si tu en as, 1 200 et qu'il y en a 300 tous les jours qui arrivent, bah, faut que tu apprennes à gérer ce qui arrive. Et si tu veux que tes flux fro si tu pilotes bien tes flux froids, alors tes flux chauds ne deviendront pas brûlants. Moi, c'est ça que je veux éviter aussi avec Sinistrium. C'est-à-dire tes flux chauds s'ils deviennent brûlants, c'est panique pour tout le monde. Personne ne s'y retrouve. Donc faut aussi comprendre comment je pilote ça et typiquement, moi une des astuces que je donnais en pilotage et que j'ai pratiqué notamment avant de partir, je voulais retester ça avec mes équipes avant de quitter mon poste, c'était de dire: «Bah, aujourd'hui ce qui fait le besoin d'instantanéité, je vais y arriver, des assurés, c'est aussi parce que quand ils ont un expert qui vient chez eux, ils signent tout de suite sur tablette le rapport. Donc pour eux déjà quand l'expert sort, le rapport est prêt et en plus pour un certain nombre d'assureurs, dès que le rapport est déposé et donné à l'assureur, ils ont une notification pour dire: «Ça y est, le rapport est déposé» et là, tac, 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 tu as tous tes appels qui s'enchaînent pour dire: «Le rapport vient d'être déposé, vous pouvez le traiter». Ouh là, tout doux bijou, nous on traite en 48 heures et cetera et en fait, ce que j'avais fini par pratiquer, c'était dire: «Bah, les rapports, on essaye d'en traiter tous les jours». Je faisais une équipe un peu dédiée au traitement des rapports à jour J, ceux qui venaient d'arriver le matin même et Ah si je ouais. faisais traiter ça le matin, ça évitait que l'après-midi, on ait trop d'appels et que ça déborde en permanence et en fait, si tu en traites ne serait-ce qu'un quart ou un tiers, bah, tu élimines déjà naturellement une insatisfaction de durée de traitement. Donc il y a OK. plein de réglages comme ça qui permettent de se dire: «Bah, tiens, si je pilote intelligemment et en traitant du J, OK, j'ai du, J+4 peut-être qui attend encore, mais petit à petit, j'en aurai de moins en moins parce que j'ai quand même des équipes qui prennent les plus anciens, c'est la règle d'or. Mais par contre, si j'en ai un peu qui me traitent ce qui est arrivé à J, et ben, naturellement, j'évite des situations conflictuelles, des appels en double, en triple, jusqu'à avoir quelqu'un à tout prix, et cetera, Mmh. donc voilà, le but c'était que, et notamment le vendredi, le but c'était de se dire: «Bah, tous les vieux dossiers qui traînent un peu, typiquement, je prends souvent, en fait, les dossiers un peu compliqués. Bizarrement, on a une date d'ancienneté, qui est de, je te dis n'importe quoi, 90 jours, alors qu'en fait, c'est juste 4 5 dossiers qui ont 90 jours et le reste, c'est à 3 jours. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y en a toujours quelques-uns que personne aime, que le dossier était mal parti, il est compliqué, il faut tout reprendre, ta, ta, ta. Bon, bah, là, je prenais un peu mes personnes expérimentées et je leur disais: «S'il te plaît, tu me prends les 5 dossiers là et d'un coup, c'est bon, on sait que ceux-là, ils traînent plus, ça fera des situations de conflit en moins, parce que sinon ça, derrière, on sait que ça part en réclamation ou en résiliation». Donc faut être aussi attentif à ce pilotage et ça, l'IA va aider à prioriser, mais il faut garder, notre esprit critique et notre pertinence par rapport à ça, dans tous les cas. Et si Et tu devais, pardon, ouais. c'est ouais et les managers sont souvent d'anciens gestionnaires, qui eux ont pas la connaissance de cette notion de pilotage et de manager et de posture managériale. Donc il y a aussi un maillon de la chaîne là à travailler où il y a des choses à faire, Et si tu en devais du plus. coup convaincre quelqu'un à rejoindre du coup ce métier ou même un Ouais. conseil, quelqu'un qui veut se lancer dans la gestion de sinistres, en 30 secondes, ça serait quoi? Alors ce serait, bah, si vous voulez faire un métier qui soit utile, qui impacte le quotidien des gens, et où on a du sens en fait dans notre métier et qui en plus nous aide à apprendre tellement de choses à titre personnel pour éviter soi-même des sinistres, et ben, gestionnaire de sinistre, c'est un job en or et en plus, il y a vraiment des évolutions possibles. Je le disais, il y a des gens qui peuvent être référents techniques, il y a des progressions vers les postes de manager, il y a des gens qui rêvent d'être experts à travers ça et il y a des gens qui sont détectés. Moi, j'ai vu des gens être détectés en centre de relations clients, juste pour la prise de rendez-vous, expertise
et sentir qu'ils avaient une telle curiosité, une telle, envie, d'avancer, qu'ils ont fini par devenir experts aussi, Mmh. donc il y a une progression possible, vraiment. Et maintenant, deuxième question signature du podcast. Mmh, Tu la connais déjà, des chances. mais quelle musique représente ton parcours, professionnel? Alors moi, c'est simple, j'ai une chanson, qui me colle un peu à la peau pour plein de raisons, c'est My Way. My Way, c'est je fais mon parcours à ma façon et ça, c'est exactement moi. C'est-à-dire que, moi, il y a plein de gens de ma génération qui sont pile à l'âge là où ils sont en pleine question d'alignement, de burn-out potentiel. Moi, j'ai jamais, attendu de savoir si j'étais alignée. Quand je suis plus alignée, bah, je passe à la phase d'après et je prends toujours une brique de ce que j'ai appris d'abord et je viens rajouter une petite brique supplémentaire pour apprendre encore des choses. Je suis quelqu'un qui a besoin et de liberté, c'est ce qui fait que je suis redevenue indépendante et j'ai de la curiosité, donc j'ai toujours besoin de sentir qu'intellectuellement j'avance et puis, bah, là, j'ai, la créativité qui est revenue, à fond, avec Sinistrium et les autres idées de jeux, notamment en me formant à la conception de jeux sérieux parce qu'il y a plein de possibilités pour, il y a quelqu'un que je suis qui, elle, forme à la prévention et la sécurité au travail et qui dit, «Moi, je veux déchiantiser la prévention, bah, moi, je veux déchiantiser, la formation en gestion de sinistre et tout ce qui va autour», donc il y a de quoi faire, il y a du boulot et Sinistrium, c'est une brique pour justement, apporter le fun, mais pas que, parce qu'on est loin d'apporter que du fun dans Sinistrium, clairement. C'est une Mmh. façon de débloquer les choses pour en fait, aller, chercher, d'une autre manière et c'est pour ça que My Way me colle à la peau, chercher d'une autre manière, bah, qu'est-ce qu'on doit savoir pour, bien faire notre boulot de gestionnaire de sinistre. Et si tu avais une reco de livres et de podcasts, ça serait quoi? Alors podcast, j'en écoute assez peu, à vrai dire, j'en regarde peu. Bon, le tien, évidemment. Je mange les épisodes à chaque fois dès que je peux. Mais au-delà de ça, il y a, un podcast que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, c'est, l'épisode, Génération Do It Yourself de Pascal Demurger, Mmh. qui est très long, donc faut le faire en plusieurs fois si on peut pas. Mais, je trouvais que ça apportait une vision aussi, du côté mutualiste. J'ai beaucoup parlé des agents parce que c'est plutôt, de là d'où je viens, mais j'ai aussi travaillé avec les mutualistes et dans des groupes mutualistes que, donc c'est aussi une autre vision de l'assurance qui est assez intéressante. En podcast, moi je dirais celui de Caroline Mignot que tu connais bien aussi, pour la partie personal branding parce que, on est nombreux à avoir besoin de communiquer, de mieux en mieux sur LinkedIn et sur la partie formation, ce serait, Learn and Enjoy de, Anne-Marie Cuigné qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui apporte vraiment là aussi, un peu de nouveauté sur la partie formation. OK. Et en livre, juste un, ce serait celui de Tony Estanguet, que j'ai lu, que j'ai dévoré en 15 jours, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant de dire, bah, comment je passe de athlète de haut niveau à la posture de, je vais piloter un projet pendant 10 ans qu'un pays entier va attendre et le monde entier va attendre, avec les JO de 2024. C'était hyper intéressant, on voit le poids de bascule, on voit plein de choses derrière et ça dit beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat typiquement. On retrouve Mmh. beaucoup de similitudes avec l'entrepreneuriat. Et tu me recommandes qui comme, comme prochain invité? Alors, je te donnerai, 2 pistes, enfin ça pourrait être plus, hein, mais, je vais te donner 2 pépites lyonnaises que je suis de très près, des startups, en lien avec l'assurance. C'est Elia pour, Dialogy, que tu connais, sûrement et que tu as peut-être vu au salon In. Ou pas, Peut-être, ouais. peut-être, tu les as peut-être croisés. Dialogy en fait c'est, j'ai eu la chance d'aller voir leurs démos parce qu'ils font une soirée, sur leur rooftop, à Lyon, 1 fois par an pour montrer les démos. Ils travaillent par exemple avec Gédéon que tu avais reçu. OK, ouais. Il y a 2 choses qui sont intéressantes chez eux. Il y a la partie, par exemple comparatif de contrat, qui est hyper intéressant sur la partie souscription, comment montrer, ses avantages par rapport à son concurrent, et cetera. Et puis la partie, analyse d'incidents, il montrait un exemple pour la RATP qui m'a vachement marqué et qu'on peut transposer au sinistre sur, qu'est-ce qui est la cause, la conséquence et quels sont les facteurs qu'on pourrait, apporter en prévention par exemple, puisqu'il y a un gros rôle de prévention à faire, avec les assureurs évidemment. Donc, Mmh. voilà, il y a plein de choses intéressantes avec Dialogy et un autre, c'est plutôt du courtage spécialisé en dommages ouvrages, RC décennal, en 100 digitalisé. C'est quelqu'un que j'ai formé, 2 années de suite, une équipe que j'ai formée 2 années de suite et entre autres sur l'IA, qui met en place de l'automatisation le plus possible et qui est AssureSafe. On dit souvent que la construction, c'est un domaine où les gens ont peur d'aller parce que c'est compliqué. Il y en a qui connaissent très, très bien, l'assurance, sur ces métiers-là. Mais là où on attend des fois 7 jours ou bien plus, dans nos compagnies respectives, bah, lui, il apporte des réponses dans un temps record, quoi. Donc heu, OK. donc c'est fort, quoi, c'est balèze. Je vais aller les contacter. Tu peux. Bah, merci beaucoup à toi, pour d'avoir partagé, ton expérience. Parce
Ce qu'on peut retenir, c'est que souvent l'assurance, c'est des contrats, des garanties, des chiffres, c'est ce qu'on retient. Mais en réalité, il y a surtout aussi cette affaire, d'humain, où tu as Mmh, beaucoup, rappelé, ce caractère-là, aujourd'hui. Et la gestion de sinistre, c'est aussi là où tout se joue entre, bah, comme tu dis, la technique, mais aussi le côté humain. Merci beaucoup, Aurélie, pour cet échange, pour ta vision et pour ce que tu fais pour faire évoluer, ce métier, au quotidien. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez, bah, vous abonner, le partager, mettre, 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout, la prochaine fois que vous aurez un sinistre, ce que je vous ne souhaite pas, vous aurez peut-être un regard différent sur la personne, en face de vous. Merci beaucoup, Aurélie, pour cet Merci épisode. Antoine, merci pour ton invitation. Bonne journée à tous.